Bonjour, je suis Séverine Olivier, enseignante de lettres et de théâtre. Je vous souhaite la bienvenue dans cette émission consacrée au spectacle L'Enfant brûlé de Noémie Ksíková, d'après le roman de Stig Dagerman. On enterre une femme à 2 heures. Tel est l'incipit de L'Enfant brûlé, roman de Stig Dagerman datant de 1948. La mère est morte, laissant un mari, Knut, et un fils de 20 ans, Bengt. La mère était comme une ombre, une silhouette, une rumeur quotidienne dont elle remplissait la maison. Son absence devient un poids que n'avait pas sa présence. D'étranges rapports se nouent entre le père et le fils, des sous-entendus, des non-dits, des silences, des difficultés de communication. Une suspicion mutuelle de la jalousie, de la haine, mais aussi de l'amour. Chef de file de la jeune littérature suédoise des années 40, Stig Dagerman, né en 1923, est un auteur de romans, de nouvelles, de pièces de théâtre, d'essais et de scénarios de films, dont Le Serpent en 1945, Le Condamné à mort en 1947 et Notre besoin de consolation est impossible à rassasier en 1952. Abandonné par sa mère, peu après sa naissance, il revient dans son œuvre sur des thèmes de la difficulté d'être au monde et de la mort. Avec une acuité et une intensité rares, il recherche inlassablement la liberté et finit par mettre fin à ses jours, en 1954, à l'âge de 31 ans. L'Enfant brûlé est son 3e et avant-dernier roman. Les thèmes de l'angoisse, de l'absurde, de la solitude dominent son œuvre. En 1940, proche des milieux anarchistes, il est secrétaire d'une revue qui diffusera en Suède les idées et les thèmes de l'existentialisme. Son œuvre est marquée par un souci constant de description précise et concrète. Comme un cinéaste, il capte l'image, la détourne jusqu'au délire de l'imaginaire pour décrire son univers intime. L'auteur nous plonge au plus profond de nous-mêmes, faisant surgir nos secrets les plus troubles et les moins avouables. La mère s'appelait Alma. Le fils, Bengt, pleure beaucoup. Le père, Knut, ne pleurera presque pas. Bengt aime son père et le déteste à la fois. Il tente désespérément de garder un lien avec sa mère morte, de rester en contact avec elle, de garder sa trace, son empreinte en lui. Il développe un rapport fétichiste aux vêtements, aux chaussures qui appartenaient à cette mère, dont on ne parle pas. C'est comme un secret. Le non-dit enferme Bengt dans un état dépressif, une procrastination, où aucun espace de parole n'est possible, sauf dans les lettres qu'il s'écrit à lui-même et qui ponctuent le roman de Stig Dagerman. Le fils aime sa fiancée, Berit, mais elle l'agace et le dégoûte en même temps. Elle a toujours froid, souvent mal à la tête. Un soir, il la violera. Mais elle restera malgré tout près de lui. Bengt suit son père en cachette alors qu'il marche la nuit dans les rues enneigées. Il l'épie, l'espionne, semble vouloir le prendre en faute. Un jour, le père ramène un chien à la maison. Le père n'aimait pas la mère, il aime une autre femme, Gun. Elle a l'âge qu'avait la mère. Elle n'a pas d'enfant. Le chien est à elle. Bengt le comprendra plus tard. Il violentera ce chien, il le tuera. Un jour, le père organise une rencontre entre Gun, sa nouvelle compagne, Bengt, son fils, et Berit, la petite amie de son fils. Gun est vêtue d'une robe qui appartenait à la mère et que le père lui a offerte. Le fils reconnaît cette robe. Il hait cette femme. Pourtant, ils deviendront amants. Gun aimera Bengt à la fois comme un homme et comme un enfant. Bengt, lui, l'aimera comme une mère, tout en continuant simultanément de la haïr. Une nuit, il la frappera. Un autre soir, pendant un dîner, il se tranchera les veines avec le couteau du père, qu'il utilisait pour s'éplucher une pomme. Il ne mourra pas. Le père s'occupera du fils convalescent, ainsi que Berit, puis Gun, quand le père et la fiancée se seront absentés. Blotti contre elle, comme un fils contre sa mère, il murmurera « Maman ». Noémie Ksíková, à travers son adaptation et sa mise en scène, se demande comment rester vivant. Comment être vivant face à l'autre. L'Enfant brûlé, tout en interrogeant le lien que l'on garde avec nos morts, comme dans L'Os, sa précédente création, est un spectacle sur les vivants, la famille, ses non-dits, ses secrets conscients et inconscients. Le théâtre de l'intime de Noémie Ksíková examine la manière dont nos fantômes nous font signe de manière constante et absolue depuis l'autre rive.
Dans Rapture, créé en 2017 et en partie inspiré du ravissement de l'Olvestein, roman de Marguerite Duras, elle interrogeait la notion de mémoire. L'os, qu'elle écrit et met en scène en 2020, est centré sur la question du deuil, ou plutôt la notion du garder vivant, s'inspirant notamment des travaux des philosophes Vinciane Després et Bruno Latour. Dans son ouvrage Au bonheur des morts, Vinciane Després constate que faire son deuil est l'impératif qui s'impose à tous ceux qui sont confrontés au décès d'un proche. En écoutant de nombreux récits, la philosophe a enquêté sur la manière dont les morts entrent dans la vie des vivants. Elle affirme travailler sur l'inventivité des morts et des vivants dans leurs relations. Quel lien Bengt va-t-il garder avec sa défunte mère dans L'Enfant brûlé? Et surtout, comment va-t-il s'y prendre? L'Enfant brûlé parle d'un enfant que la mort de sa mère sacrifie, mais raconte aussi la fabrique d'un monstre. Noémie Ksykova explique « Je pensais que j'allais raconter l'histoire d'un jeune garçon sacrifié par la mort de sa mère. Et je raconte un garçon dont la mort de la mère agit comme un déclencheur de violence. Bengt détruit et les femmes de cette histoire restent. Cette construction systémique et séculaire où les femmes se placent à devoir protéger les hommes. Cette violence, la metteur en scène a choisi de la suggérer plutôt que de la montrer. De manière générale, j'ai tendance à penser que moins on montre, plus on fait ressentir. On rend le spectateur libre d'imaginer et d'éprouver ce qu'il veut. Ça laisse de la place aux imaginaires de chacun. Par exemple, dans le spectacle, on entend la mort du chien, mais on ne la voit pas. Ensuite, précise Noémie Ksykova, il y avait la question des viols. Daguerman ne les présente pas comme tels, mais aujourd'hui, on ne peut plus lire ce qu'il décrit sans les nommer de cette manière. C'est pour ça que le deuxième viol, même s'il est vite coupé, est explicite. Il était nécessaire de montrer tout de même une part de violence pour qu'il n'y ait plus de doute. Une jeune femme dit non et un garçon continue. Une certaine misogynie est en effet lisible dans le roman. À ce sujet, Noémie Ksykova précise « Aujourd'hui, on ne peut plus porter au nu ce jeune garçon comme le fait Daguerman dans son livre. Pour lui, malheureusement, la souffrance de l'absence de la mère justifie tout. Il n'a pas vraiment de recul sur son personnage. Il avait 25 ans, on était en 1948. Pour moi, il était important de refuser toute complaisance à Bengt. C'est pour cela que j'ai supprimé certaines scènes et que j'ai modifié la fin. Le livre met en exergue sa passion avec Gunn, mais moi, j'avais besoin que quelqu'un lui dise non. La zone amoureuse comme espace de réparation, c'est passionnant. Mais je ne pouvais pas montrer ça jusqu'au bout. Je ne pouvais pas non plus garder le côté libidineux du père. En tant qu'artiste de théâtre, on porte une responsabilité. J'ai beaucoup de tendresse pour Bengt, mais je n'en fais surtout pas un héros romantique qui souffre. Il m'était impossible de montrer sa maltraitance envers les femmes d'une manière ambiguë, comme si on pouvait être d'accord. Je ne pardonne pas, je n'accuse pas non plus, je pose une question, je donne à voir, sans jugement. Dans L'Os, le précédent spectacle de Noémie Ksykova, un adolescent était déjà au centre de l'histoire. Une violence était déjà à l'œuvre dans la disparition brutale de ce dernier, mort sous un train, sans que l'on sache s'il s'agit d'un accident ou d'un suicide. Cet adolescent était déjà joué par Theo Oliveira Machado, qui incarne le personnage de Bengt dans L'Enfant brûlé. La metteur en scène s'intéresse à l'adolescence, âge de tous les possibles. Elle explique. Avec un côté parfois très naïf, c'est un âge qui cherche le vivant et qui est sans compromission, encore en non-abdication, comme pourrait dire Bengt. C'est aussi un âge où le corps, le désir sont premiers, plutôt que la pensée. Les actes, les gestes partent plus du corps que d'une intellectualisation. Au plateau, le personnage de Bengt est tout en retenue, en partie en raison de la personnalité singulière
de Théo Oliveira Machado et de l'énergie que dégage cet acteur. Son jeu théâtral dans la distance correspondait bien à Bengt. Noémie Ksykova nous en dit un peu plus sur ce personnage, sa douleur, sa violence. Bengt est dans l'analyse permanente de ce qu'il vit. Malgré tout ce qu'il écrit et donne à voir, il est complètement coupé de ses ressentis. C'est l'archétype absolu de la personne narcissique. Il prend tout et ne donne rien. Quand il dit que sa mère lui manque, qu'il ne peut pas vivre sans elle, c'est une posture. On est dans un jeu de masques. Derrière ses ambitions de pureté, c'est quelqu'un qui nourrit son narcisse et son ego. Ça peut le rendre assez insupportable, tout en étant un peu gauche et ridicule. À l'exception de son père, il n'est pas capable d'aimer qui que ce soit. Il est dans la possession. C'est quelqu'un qui fabrique des émotions en accord avec ce qu'il veut être. Donc, ça imposait une certaine distance de ce personnage face à ce qu'il traverse. Cela dit, la douleur de la perte de sa mère est réelle. C'est un déclencheur qui n'a rien d'anecdotique. Le personnage de Bengt est donc très troublant et suscite chez les spectateurs et spectatrices un mélange de terreur et de pitié, ingrédient propre à la fameuse catharsis aristotélicienne. Noémie Ksykova s'est elle-même laissée surprendre lors du travail de répétition, nous dit-elle. C'est assez étonnant. Je croyais que je faisais le spectacle pour raconter la mort d'une mère et le sacrifice d'un fils qui perd sa liberté d'action. Et en fait, en travaillant, je me suis rendu compte que la mort de la mère était un déclencheur de violence. Lorsqu'il perd sa mère, ce garçon n'a plus les garde-fous nécessaires et devient un homme qui détruit. Cette question n'est pas du tout anodine. Comment élever son fils pour qu'il ne devienne pas un homme qui détruit? J'ai compris que c'était de ça dont je voulais parler en répétition. On croit qu'on fait un spectacle pour une raison, et on se rend compte qu'il y avait derrière une autre raison secrète bien plus forte. En l'occurrence, questionner la responsabilité pesant sur les femmes de protéger et veiller les hommes et la culpabilité dont on les accable quand l'un d'eux devient déviant ou problématique. Le roman L'enfant brûlé aborde le passage à l'âge adulte, la figure de la mère et la mémoire. Noémie Ksykova se demande comment le passé est une mémoire sensible qui revient sans cesse et travaille le présent. L'enfant brûlé touche à la question de la trace, systématiquement présente dans ses spectacles. Que reste-t-il de notre passé dans le présent qui nous empêche d'être libres? Comment retrouver trace de nos fantômes et réparer? Sont des questionnements au cœur du travail de Noémie Ksykova. La metteuse en scène explique que L'enfant brûlé est un roman qui l'accompagne depuis longtemps, qu'elle avait découvert adolescente. Elle dit « Je crois qu'à cette époque, c'était cette obstination et cette volonté de pureté chez le personnage de Bengt, même s'il s'en éloigne beaucoup, et qui m'avait attirée. Le fait qu'il veuille, et malgré le fait qu'il se trompe, que tout dans sa démarche ne soit que droiture, honnêteté et aussi qu'il exècre ce monde des adultes, où il ne voit que compromission. Quand je l'ai relu adulte, ce n'est plus du tout cela qui m'attirait. Ce roman débute à la mort de la mère du jeune Bengt et l'accompagne pendant cette première année de deuil. Noémie Ksykova réalise alors, à la lumière de ses relectures plus récentes, a surgi pour moi une ligne de force que je n'avais pas vue lors de mes premières lectures. Ce roman raconte aussi le deuil de Bengt à l'endroit de la réparation, dans la recréation et la poursuite d'un lien poussé à l'extrême à cette figure de la mère. Et je me suis mise à y voir la tragédie d'un jeune homme que la mort de sa mère sacrifie. La mère meurt et l'enfant est sacrifié. Cette question-là me serrant le ventre, il est devenu impérieux pour moi de monter ce texte avec cette question pour axe principal qui n'est pourtant pas la question centrale que pose ce roman. Noémie Ksykova a relu L'enfant brûlé pendant le confinement. Alors qu'elle venait de rencontrer Théo Oliveira Machado,
le jeune comédien qui incarne Bengt, le personnage principal. Elle souhaitait retravailler avec lui après L'Os, son précédent spectacle, et elle a repensé à ce roman qu'elle n'avait pas ouvert depuis 10 ans. Il offre, selon elle, une matière théâtrale incroyable, faisant écho à des questionnements qu'elle avait en tant que jeune mère. Elle explique. « J'avais une peur panique de mourir. Je ne comprenais pas pourquoi. C'est Jean-Luc Lagarce qui dit « l'abandon que je commettrais ». Tout d'un coup, le roman a offert une caisse de résonance à des problématiques intimes. Et il se trouve que j'ai tendance à faire théâtre des choses qui appartiennent à ma vie personnelle. Je conçois le plateau comme un espace de questionnement, mais aussi de réparation et de consolation. L'enfant brûlé la pousse également à s'interroger sur l'amour. Quand on aime quelqu'un, n'est-ce pas que de la réparation? Le vide de quelqu'un d'autre qu'on remplit. Aimer finalement, n'est-ce pas que cela? Je crois que la fidélité, quand on adapte un roman, n'est pas d'essayer de retranscrire de la manière la plus neutre, la plus objective, une histoire. Au contraire. Il me paraît impérieux qu'une rencontre s'opère entre les nécessités de celui qui décide de la monter et les nécessités du roman initial. J'essaie de faire, avec cette œuvre, un théâtre de vérité avec moi-même. Je ne m'extrais pas du processus de mise en théâtre du roman. J'essaie au contraire de m'y inclure. Ainsi, concernant le travail d'adaptation, Noémie Ksykova est partie du postulat que ce qu'elle allait faire serait nécessairement une trahison. Elle pense que l'on ne peut faire des choix que par rapport à qui l'on est et aux lignes de force qui nous intéressent. Adapter, c'était trahir, mais aussi la condition sine qua non d'une liberté. Elle explique qu'elle a pris des libertés avec la langue de Stig Dagerman, qu'elle trouve magnifique, mais pas théâtrale. Elle dit « Dès le début, j'avais l'intuition que sa langue était trop belle pour qu'on puisse cohabiter. » Noémie Ksykova se considère comme autrice de spectacle, mais pas comme autrice tout court. Alors, elle revendique une écriture épurée, plus concrète pour le plateau, lui garantissant paradoxalement une forme de fidélité. Elle explique « La langue de mes spectacles dit juste le nécessaire. Le reste se crée dans les rapports entre les corps, dans les relations, les distances, les mains, dans les toutes petites choses. Or, Dagerman est aussi dans le tout petit. Dans L'Enfant brûlé de Stig Dagerman, chaque chapitre est ponctué d'une lettre que Bengt s'écrit à lui-même à la deuxième personne du singulier dans la première partie du roman, puis aux différents personnages dans la seconde partie. Noémie Ksykova trouve ces lettres magnifiques et éminemment théâtrales. Dans son travail d'adaptation, elle les a gardées, tout en les réécrivant. Selon elle, ces lettres constituent à la fois la dynamique du livre et celle du spectacle. Elle explique. Ces lettres sont souvent le moment d'une correction entre ce qui a été vécu réellement de l'intérieur pour Bengt, en opposition avec les faits que le récit relate. Ou encore, c'est l'espace de ce qu'il aurait voulu vivre ou dire pendant cette séquence, qui parfois est contraire à la réalité des faits. Pour Noémie Ksykova, il s'est agi de garder parfois les mots de Dagerman, parce que c'est très beau, s'autoriser l'éloignement aussi, la parole vivante des comédiens, travailler comme j'ai toujours travaillé, s'imprégner tellement de cette langue qu'on peut s'en éloigner, qu'on a le droit de s'en éloigner. Elle explique que le travail d'adaptation a été long. Il est passé par plusieurs étapes. La première d'entre elles est le choix des personnages, plus nombreux dans le roman de Stig Dagerman. Le spectacle garde 4 personnages et le chien. Puis, la metteur en scène dit avoir fait un grand travail de post-it. Elle avait, déclare-t-elle, un post-it par chapitre ou situation qui lui paraissait importante. Elle a alors commencé un travail d'écriture qui la menait parfois à des situations ou des extraits de dialogue qui étaient dans l'exactitude du roman ou qui, parfois, s'en éloignaient. Parfois, certaines scènes très développées dans le roman sont écourtées dans le spectacle et inversement.
Certains passages plus furtifs dans le roman sont davantage développés au plateau. Puis, après un long travail d'écriture, Noémie Ksykova a opéré des choix. Elle a coupé le texte jusqu'à ce qu'il ne reste que ce qui lui paraissait essentiel. C'est le passage au plateau qui a permis cela. Dans le travail d'adaptation, il s'agissait aussi de réfléchir aux modalités de narration d'une histoire très descriptive, très sensible, mais avec les outils du théâtre. L'écriture de Stig Dagerman nous entraîne très profondément dans l'intériorité physique et psychique des personnages. Noémie Ksykova a visé la fidélité en essayant de transmettre aux comédiens et aux spectateurs de toutes petites choses, pas immédiatement visibles, de l'ordre de l'intuition, d'une perception infinitésimale. Elle déclare s'être plongée dans l'écriture de Stig Dagerman pour atteindre la plus grande justesse possible dans l'économie de mots, le rapport au silence. Si la colonne vertébrale du spectacle est à la fois l'enfant sacrifié et la fabrique d'un homme qui détruit, le rapport père-fils est aussi omniprésent, distillé dans tout le roman. Noémie Ksykova en a fait un axe essentiel du spectacle. Le fils cherche constamment l'attention du père. Selon elle, même à travers la relation qu'il va nouer avec Gun, la nouvelle compagne de son père, c'est lui, le père, que cherche Bengt. Au-delà du jeu, Noémie Ksykova croit que c'est surtout le rapport au temps qui inscrit ses choix de mise en scène dans une dimension cinématographique. Elle travaille sur le temps qui passe, sur un temps long, des ellipses, des noirs. Ainsi, elle effectue une forme de montage, mais au théâtre. Un certain réalisme du décor contribue également à cet aspect cinématographique. Elle essaie aussi de reproduire quelque chose du rythme de la vie, avec des temps non spectaculaires. C'est selon elle une chose qui se raconte beaucoup au cinéma et un peu moins au théâtre. Le rapport au rythme est une dimension essentielle du travail de la metteuse en scène, musicienne de formation. Elle explique « Je viens du monde de la musique, 12 ans de violon. Je crois que c'est important parce que ça impacte ma façon de travailler. Je travaille à l'oreille, rythmiquement. Je trouve la justesse du plateau par ce biais. » La temporalité du roman de Stig Dagerman est particulière. Ces toutes petites choses, a priori peu perceptibles, ou en tout cas pas immédiatement, ou pas par tous, Noémie Ksykova les a recherchées au plateau. Le roman résonne comme une sorte de procession. Il n'adopte pas le temps efficace du drame, mais un temps long, étiré, qui m'a tout de suite parlé, moi qui travaille sur le rythme, le silence, le pas grand-chose, le non spectaculaire. Le théâtre est pour moi un espace de vérité absolue. J'essaie de montrer de vraies personnes qui pourraient être vous, qui pourraient être moi. Des destinées en apparence banales, mais où, quand on y regarde de plus près, qu'on s'attarde sur ces gens, qu'on les regarde au microscope, apparaît l'extraordinaire. C'est dans ces presque rien que se niche pour moi le spectaculaire. Ces temps où l'on enlève son manteau, où l'on mange, où l'on range. Ce rythme-là, c'est le rythme de la vie. Mes spectacles rendent compte de la rythmique de nos existences. C'est comme si on rentrait avec un téléobjectif dans une famille pour observer tout ce qu'elle comporte de plus petit, mais aussi de plus vil. Pour moi, il n'y a rien de plus vivant que la vie sur un plateau. Et j'ai envie de voir des gens qui vivent, avec leurs défauts, sans les sacraliser. C'est beau de passer du temps avec une famille, de voir comment elle évolue. De cette histoire, toute petite, jaillissent des échos très forts, universels. Par le prisme d'une histoire absolument singulière, c'est le monde entier qu'on regarde. Antoine Hirel, l'assistant à la mise en scène, avait offert un livre à Noémie Ksykova. Il s'agit de Notes sur le cinématographe de Robert Bresson. Elle a ressenti une très grande proximité avec ce qu'il pouvait écrire. Essayer de creuser le sillon de l'immobilité et du silence. Elle s'est sentie proche de Robert Bresson sur le fait de travailler à partir des personnalités des acteurs et non
à partir des personnages dans lesquels les acteurs et actrices devraient quasiment se mouler, se fondre. C'est le contraire. Selon elle, c'est aux personnages de se mouler autour des acteurs et des actrices avec lesquels elle travaille. Ainsi, Noémie Ksykova explique qu'elle écrit à partir des acteurs et actrices. Ce qui compte, c'est ce que je projette d'eux, comment je les vois, ce à quoi ils me font rêver. La vérité ne m'intéresse absolument pas. Je leur demande de faire un pas vers le personnage et au personnage de faire un pas vers eux. Par exemple, l'acteur Vincent Disset a une présence aérienne. Donc, on a commencé par chercher une forme d'ancrage, notamment dans son rapport à la paternité. Puis, je me suis dit qu'il serait très beau de montrer deux types d'hommes, un destructeur et un vulnérable. Donc, j'ai pris chez Knut le père ce qui m'intéressait et qui, dans le roman, se lit entre les lignes. La décision de la joie, le fait d'essayer maladroitement, mais d'essayer quand même. Et Vincent Disset, avec qui il est allé dans cette direction. À la fin, la rencontre entre Vincent et Knut crée un troisième personnage. Et de ce travail des corps est née toute la relation père-fils, centrale dans le spectacle. Et c'est pareil pour les autres. Ce que je veux montrer, c'est la rencontre entre un livre et moi, entre un livre, la vision que j'en ai, et des acteurs. Pendant les répétitions, je passe mon temps à les observer. J'injecte des choses d'eux dans le texte. La nuit, je réécris pour adapter la langue à leur rythme, à leur phrasé. Il y a aussi des séances d'improvisation où ils proposent et où je prends ce qui me paraît juste pour notre fiction. À la fin, nous travaillons avec une partition où tout est réglé, à la virgule près. C'est du sur-mesure pour ces acteurs-là. La question du son est fondamentale dans le travail de Noémie Ksykova, qui dit davantage appréhender le monde et son travail avec ses oreilles qu'avec ses yeux. C'est le médium qui lui est le plus évident, celui par lequel elle réfléchit. Dans le spectacle, les voix des acteurs sont amplifiées. Ils ont des micros très visibles et qui leur permettent de jouer ces toutes petites choses que nous avons évoquées. Par ailleurs, certaines scènes, via des voix off, sont uniquement sonores. Elles racontent l'extérieur, ce que l'on ne voit pas. Cela donne la sensation que l'histoire ne se résume pas au plateau. Cela permet aussi de faire entendre des choses que Noémie Ksykova n'avait pas envie de montrer. Elle avait la certitude qu'en les montrant, cela amoindrirait ce qu'elle voulait raconter. En les écoutant, cela permettrait au public d'avoir la possibilité de combler l'image, de se raconter avec qui il est, ce qu'il ne voit pas. Selon la metteuse en scène, cela donnerait davantage de force que ce qu'elle pourrait montrer, notamment sur la mort du chien ou sur le viol. Comme pour son précédent spectacle, c'est Bruno Maman qui a assuré la composition musicale et la création sonore. La musique a un rôle fondamental pour raconter cette histoire de manière sensible. La musique raconte une atmosphère. Elle nous porte et crée des émotions. Le travail de spatialisation sonore, mené avec Esteban Fernandez, avait pour but de réfléchir à l'inclusion ou au contraire à l'exclusion des spectateurs et spectatrices. Comment le son ne va-t-il parfois appartenir qu'à la fiction en ne restant que sur le plateau grâce au travail de spatialisation? Ou, à l'inverse, comment, à certains moments, le public est englobé? Cette spatialisation sonore a permis un travail sur le diégétique et l'extradiégétique, le fictionnel et l'extra-fictionnel. Par exemple, le spectacle commence dans le noir. Noémie Ksykova souhaitait que les spectateurs se posent. L'enregistrement appartient alors à l'espace des gradins et n'apparaît pas du tout au plateau. Le spectateur n'en a peut-être pas toujours conscience, mais parfois, il fait partie de l'histoire, on l'y associe, et parfois, on lui demande juste de regarder. De très nombreux lieux existent dans le roman de Stig Dagerman. Noémie Ksykova voulait en montrer spécifiquement deux. Celui de l'appartement du père et du fils, d'une part, celui de l'île
où se rendent les personnages, qui logent tous ensemble dans un cabanon, d'autre part. Pour elle, l'impact de ces lieux sur les corps était fondamental. Dans l'appartement, les corps sont contraints, empêchés. On ne voit pas de chair. Sur l'île, et dans son cabanon, les corps et les histoires se déploient. La sensualité est omniprésente. La rue, espace très important, est également signifiée dans la scénographie. C'est notamment l'espace où Bengt suit son père, l'espionne. Les spectateurs assistent à cela, à l'insu du père. Puis, certains lieux n'existent que de manière sonore ou n'existent plus. Concernant l'espace de l'appartement, le hors-champ est fondamental. On fait deviner, on voit les portes, on ne sait pas ce qui se passe derrière, on l'entrevoit, on le devine. Ce choix est arrivé très tôt. Noémie Ksykova voulait un arrière-plan, quelque chose de l'ordre de l'implicite, ou du moins qui ne serait pas livré de manière trop évidente. Le spectateur, actif, doit faire un effort pour deviner ou imaginer. C'est à lui de reproduire l'image manquante. En pensant au réalisateur suédois Bergman et au peintre danois Hammershøi, la metteuse en scène s'est intéressée à l'embrasure. Bergman s'est inspiré de Hammershøi sur les questions du deuxième plan, de l'arrière-plan et de l'embrasure. Noémie Ksykova voulait travailler sur un premier plan vide et sur un deuxième plan très habité. J'espère que cette minute pédagogique vous aura donné des pistes pour appréhender le spectacle avant et après la représentation. Sur la page de cette émission, vous trouverez des outils et références pédagogiques, une bibliographie, un lien vers une première lecture du texte dans le cadre de l'aide à la création de textes dramatiques, un dossier contenant des propositions d'activités de lecture, d'écriture, de mise en scène et de jeu théâtral avec vos élèves. Des liens vers des articles de presse, des entretiens croisés, une vidéo de présentation du spectacle par Noémie Ksykova. Des liens vers des podcasts d'émissions de France Culture consacrés à l'écrivain Stig Dagerman et à son œuvre. Un dossier contenant un extrait du texte d'adaptation de Noémie Ksykova d'après le roman de Stig Dagerman et des extraits de textes de Claire Marin, Anne Dufourmentel et Robert Bresson, ayant inspiré le travail de la metteuse en scène. Un bon spectacle à toutes et à tous et un grand merci à Noémie Ksykova pour répondre de manière toujours très chaleureuse à mes questions.